Bien, merci. Merci, bienvenue à tout le monde. Bienvenue en particulier à nos collègues de Qadaiya, de l'université sœur, comme on dit, qui nous font l'honneur de participer à ce colloque. Alors, ce matin, on a eu une belle cérémonie d'ouverture avec des présentations intéressantes, très intéressantes même. Cet après-midi, on va se concentrer sur l'économie. Et en fait, en 1723 est né Adam Smith, qui est considéré par beaucoup de gens comme le créateur de ce qu'on appelle l'économie classique. Alors déjà, Danny Robert va me dire c'est pas vrai, c'est pas lui, mais c'est très symbolique. Et alors, la question que nous nous sommes posée, c'est de savoir entre le moment où l'économie classique est apparue, donc avec Adam Smith, Ricardo par la suite, des gens comme ça, et aujourd'hui, vous savez, les théories évoluent, le monde évolue. À partir d'un certain moment, est-ce que la théorie correspond toujours au monde? D'où le titre de ce colloque, que reste-t-il de l'économie classique? Qui est une question qui est en fait très actuelle parce que depuis quelques années, et je pense que c'est le professeur Tawil qui va clore aujourd'hui les 5 communications, qui va se poser la question sur la macroéconomie parce que je crois que les économistes le savent, depuis quelques années, beaucoup d'économistes ont le sentiment de ne plus comprendre en fait ce qui se passe dans le monde, en particulier dans la macroéconomie. Alors on a réuni un plateau très riche pour cette journée qui va être découpé en 2 parties. Donc dans la première partie, il y aura 3 communications. Il y aura donc Danny Robert Dufour. Il y aura ensuite Pierre-Noël Giraud et puis il y aura notre ami Alan Kirman. Danny Robert va nous parler de quelque chose qui semble a priori n'avoir rien à faire avec l'économie, qui est la métaphysique. C'est-à-dire bon, une espèce de pensée avant même la pensée, d'une certaine façon. Et en fait, c'est fascinant parce que on se rend compte que pour que l'économie classique apparaisse, il a fallu d'abord un renversement de la métaphysique occidentale, c'est-à-dire ce qu'on pensait vrai pendant 1000 ans d'un point de vue métaphysique a été renversé, pas par Adam Smith d'ailleurs, par Mandeville, et c'est fascinant d'avoir le soubassement philosophique de cette évolution. Ensuite, Pierre-Noël Giraud va faire un peu le point en séparant en se posant la question finalement, que nous ont légué exactement? On parle d'économie classique, mais de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que nous ont légué Adam Smith et ceux qui sont venus après lui? Et la troisième communication de la première partie que j'anime, la deuxième partie sera animée par notre ami Amin Belmleh. La troisième partie, c'est Alan Kirman qui va se poser une question, une seule. C'est ce qu'on appelle la main invisible du marché. Et la question est de savoir si cette fameuse main invisible que, en faculté d'économie, c'est à peu près la première chose, en fait, qu'on apprend dans la première année, c'est la fameuse main invisible du marché. Et Alan Kirman va se poser la question, et finalement, ça existe ce truc-là ou ça n'existe pas? Est-ce que ça fait des années ou des décennies qu'on raconte n'importe quoi aux étudiants? C'est la grande responsabilité, n'est-ce pas, monsieur le doyen? Est-ce qu'on dit la vérité aux étudiants? Est-ce qu'elle existe, la main invisible? Ben, Alan Kirman va éclairer notre lanterne. Alors, sans plus tarder, nous allons plonger dans les abîmes de la métaphysique avec Danny Robert Dufour, qui est philosophe avant tout, mais comme beaucoup de philosophes, la philosophie est une discipline impérialiste. Elle se croit chez elle partout. Donc, il est rentré dans plein d'autres domaines. Et donc, sans plus tarder, je donne la parole à mon ami Danny Robert Dufour. Grand merci, merci véritablement de m'avoir, aux organisateurs, de m'avoir invité pour ce cycle de conférences et surtout aussi de m'avoir invité dans ce lieu magnifique. Voilà, donc je voulais vous parler de Adam Smith, effectivement, et de ce qu'on pourrait considérer comme le renversement de la métaphysique occidentale. Pourquoi? Parce qu'on présente souvent Adam Smith, donc je rappelle les dates, 1723, 1790, comme l'inventeur, il y a près de 3 siècles, donc des sciences économiques, en oubliant, à mon avis, de resituer son œuvre dans le fil de la pensée d'alors, pendant le siècle qui précède donc Adam Smith. Et c'est donc cet oubli que je voudrais essayer de réparer en montrant
que la pensée de Adam Smith constitue le point d'aboutissement de ce que j'appellerais le grand renversement de la métaphysique occidentale. Pourquoi? Parce qu'elle passe en un siècle de l'amor Dei, l'amour de Dieu, à l'amor sui, l'amour de soi, ou self-love. Si vous pouvez envoyer la citation numéro 1, je parcourrai donc ici les temps clés de ce renversement, en commençant par une citation de saint Augustin, donc fondateur de cette métaphysique occidentale, dont je rappelle qu'il était votre voisin proche, puisqu'il est né, et c'est un des fondateurs donc, de l'Église catholique et romaine, et néanmoins berbère, né et mort donc dans ce qu'on appelle aujourd'hui, dans ce pays qu'on appelle aujourd'hui l'Algérie, donc votre voisin, un des quatre des pères fondateurs de l'Église. Il n'y a pas de citation? Qui c'est qui est censé lancer les citations? Je ne sais pas. Qui c'est qui est censé lancer les citations? C'est le jeune homme qui était là? Il m'a dit que c'était prêt, mais... C'est l'homme qui est dans le couloir. Je vais le chercher de ce pas. Il faut que le technicien soit toujours auprès de nous pour nous assister dès que ça commence, la technique commence à nous décevoir. Voilà, c'est là. Donc, merci beaucoup, bravo. Donc, vous voyez cette citation 1 de Saint-Augustin. Pour le situer, c'était à cheval entre le 4e et le 5e siècle de notre ère. Je commencerai en fait par Pascal, Blaise Pascal, 1623, donc juste un siècle, né juste un siècle avant Adam Smith, 1662. Le grand philosophe augustinien, c'est pour ça que j'ai parlé de Saint-Augustin, le janséniste, donc fidèle à Port-Royal et grand pourfendeur des jésuites, grand savant et immense savant et mathématicien du XVIIe siècle, qui, comme vous le savez peut-être, n'a cessé, ça y est, ça marche, n'a cessé de se reprocher un amour excessif de lui-même, donc du self-love, et de s'en punir afin de mieux célébrer la mort Dei, l'amour de Dieu, la grandeur de Dieu. Et cependant, en dépit de ce mouvement, ça n'a pas empêché Pascal de supposer, donc, dans deux fragments décisifs des pensées, qu'il pourrait cependant exister une hypothétique grandeur, non pas de Dieu, mais de l'homme, cachée, grandeur cachée dans sa petitesse même. Pensez par exemple au fragment 106, où Pascal dit, je cite, citation numéro 2, la grandeur de l'homme, c'est d'avoir tiré de la concupiscence un si bel ordre. La concupiscence, c'est tout ce qui est de l'ordre, donc des plaisirs et de la libido. Alors, cette supposition de Pascal est-elle sincère ou est-elle le résultat d'une ironie grinçante de celui qui se moque cruellement de l'homme? On ne le sait guère, en fait, sauf que Pascal a réitéré sa proposition dans le fragment 118. Voilà la citation numéro 2 qui est ici maintenant projetée. Écoutez bien, la grandeur de l'homme, c'est dans sa concupiscence même, c'est-à-dire dans l'état le plus bas de l'homme, d'avoir su tirer un règlement admirable et en avoir fait un tableau de charité. Vous voyez que c'est un peu étrange de la part de celui qui célèbre sans cesse la grandeur de Dieu. Alors, quel que soit le mode retenu chez Pascal, ironique ou sérieux, il en ressort que l'amour de soi pourrait être sorti de sa proscription et reconsidéré, au sens donc où le dérisoire, voire détestable amour de soi pourrait peut-être produire, en dépit de lui-même, chez l'homme, de la grandeur. C'est l'élève et l'ami de Pascal, le grand penseur janséniste, Pierre Nicole, qui, après la mort de son maître Pascal, relancera cette question
en amplifiant le mouvement, c'est-à-dire en donnant toujours plus de force à l'amour de soi. Pierre Nicole, vous le savez peut-être, est l'auteur avec Antoine Arnaud, l'auteur de ce chef-d'œuvre qui s'appelle La logique de Port-Royal, dans le but, qui était composé en 1667, dans le but donc d'établir un enseignement de type mathématique dans les différents domaines du savoir. Comme on est dans une université polytechnique ici, donc vous voyez que ça commence à cette époque avec l'idée donc d'un enseignement de type mathématique. Et outre la logique, Nicole est également l'auteur des Essais de morale, 1671. Et ces essais sont écrits pour ceux qui ont choisi de ne pas faire retraite, à Port-Royal par exemple, et de vivre malgré tout dans le monde, bien qu'il soit corrompu. La question est simple, on peut la poser simplement. Dieu, s'il a prédestiné les saints, ceux qui ont la grâce, donc, à vivre selon la vertu, dans la retraite, et probablement aussi dans la mélancolie, comme Pascal, ne peut pas avoir abandonné le reste de l'humanité. Et le vrai problème, c'est donc le destin de l'immense majorité des hommes qui est justement en proie à l'amour-propre. Que faire de cela? Eh bien, c'est là où apparaît le génie de Nicole. Ne se pourrait-il pas que cette maladie, l'amour de soi, soit aussi en quelque sorte le remède? Et si c'est le cas, alors on peut et on doit réformer le monde en s'appuyant sur l'amour-propre. Citation numéro 3. Voilà ce que dit Nicole. Écoutez bien, pour réformer entièrement le monde, donc c'est pas rien comme projet, c'est-à-dire pour en bannir tous les vices et les désordres grossiers, et pour rendre les hommes heureux dès cette vie même, sans attendre donc la vie éternelle, il ne faudrait, à défaut de la charité, que leur donner à tous un amour propre éclairé, qui sut discerner ses vrais intérêts et y tendre par les voies que la droite raison lui découvrait. Vous voyez, donc l'idée déjà de calcul rationnel est déjà présente. Alors le projet est clair, il s'agit purement et simplement de réformer entièrement le monde, ce qui n'est pas rien. Et pour ce faire, on ne peut compter que sur l'amour-propre pour tenter de le rendre, non pas obscur, mais éclairé. Comment? Eh bien, en faisant en sorte qu'il sache distinguer ses vrais intérêts. Mais quels sont ses vrais intérêts? La réponse est simple. Tout ce qui n'est pas celui des autres, l'intérêt des autres, mais uniquement le sien propre. C'est à cela donc que politologues et économistes ont ensuite donné le nom de calcul rationnel. On reconnaît là l'embryon de la pensée libérale qui sera plus tard développée par Adam Smith, tu viens donc. À noter qu'à peine vue, à peine née, elle s'est déjà vue comme conquérant le monde. Je cite, « L'amour-propre éclairé pourrait corriger tous les défauts du monde extérieur et former une société très réglée. » Vous voyez que c'est quand même pas rien. Voilà donc comment un théologien augustinien, janséniste, réputé puritain, invente, entre guillemets, sans évidemment le savoir, ce qu'on nommera plus tard le capitalisme libéral, en présentant ce destin comme le plan secret de Dieu. Cet amour-propre éclairé intéressera au plus haut point John Locke, le théoricien anglais du libéralisme économique, qui traduira justement les essais de morale de Nicole en 1680. Chez Locke, l'amour propre éclairé, il devient le harmless self-love, l'amour propre inoffensif, sachant que ce self-love sera l'expression centrale utilisée plus tard par Adam Smith comme pour dire que l'amour-propre, loin de résulter du diable, s'il est bien utilisé, ne peut apporter que le bien. La leçon de Nicole sera entendue par un autre élève de Port-Royal, Pierre Lepesant de Bois-Guilbert, qui était élève de Nicole à Port-Royal. Il sera l'un des premiers prophètes
de la nouvelle religion, en quelque sorte, qui doit réaliser le plan secret de Dieu fondé sur ce self-love. Il consacre en effet toutes ses forces à décrire cette harmonie supérieure obtenue à partir d'intérêts privés qui s'ignorent les uns les autres. Pour la première fois de façon aussi nette, le marché apparaît comme la seule forme possible du lien social. Merci d'envoyer la citation 4 de Bois-Guilbert, par ainsi de l'harmonie de la République qu'une puissance supérieure agit invisiblement. Vous voyez que l'invisible de Adam Smith, je ne sais pas, on en parlera tout à l'heure, mais est déjà en quelque sorte présent. Pour lui, donc, il existe, je cite, une autorité supérieure et générale, une providence qui maintient l'équilibre des marchés. Vous voyez donc que la main invisible de Adam Smith n'est pas si loin. Eh bien, cette leçon de Nicole et de Bois-Guilbert sera également entendue par Pierre Bell, qui lui, on passe de l'autre côté avec Pierre Bell, puisqu'on passe des jansénistes aux calvinistes protestants, convertis au catholicisme, puis reconvertis au protestantisme. Pierre Bell est l'auteur d'un monumental dictionnaire historique et critique qui préfigure en quelque sorte l'encyclopédie de Diderot. Et il se trouve que Pierre Bell pratique à merveille le raisonnement paradoxal. Il fut en effet le passeur qui transmit aux calvinistes les très riches oxymores de la pensée janséniste. Ce n'est donc pas pour rien que les jansénistes catholiques et les calvinistes protestants ont été présentés comme cousins germains, ce qui a eu des conséquences considérables, puisque les propositions sulfureuses des jansénistes sont sorties des cercles spécialisés où elles avaient été produites pour se diffuser ailleurs grâce à leurs, entre guillemets, cousins, d'abord dans le laboratoire que constituaient alors les Provinces-Unies, c'est-à-dire la Hollande, puis ensuite en Angleterre, où elles conduisirent à un bouleversement de la première révolution, au bouleversement de la première révolution industrielle, avant de gagner plus tard les États-Unis et de là le reste du monde. On touche là, j'ose le dire, à quelque chose comme aux origines théologiques du capitalisme. Et de fait, le monde fut progressivement entièrement réformé à partir de, disons, l'inoculation dans la pensée anglo-saxonne, qui s'y montra fort réceptive, du rôle et de la place éminente qu'il fallait accorder à l'amour-propre. Dans son dictionnaire, Bell, le calviniste, reconnaît Nicole, le janséniste, comme, je cite, l'une des plus fines plumes d'Europe. Il se sent tellement proche de ces idées qu'il fait sienne l'une de ses thèses centrales émise dans le livre 2 des Essais de morale de Nicole sur le caractère potentiellement vertueux d'une société païenne ou de non-croyants. Je répète, le caractère potentiellement vertueux d'une société païenne ou de non-croyants. C'est ainsi que, contre toute attente, le rigorisme augustinien des jansénistes et des calvinistes a repris à son compte une question qui avait été posée une génération plus tôt, en 1641, par un philosophe libertin, Lamotte Levaillé, dans un livre intitulé « De la vertu des païens ». Ce développement est exposé dans le livre de Pierre Bell intitulé « Pensées diverses sur la comète ». Je vous passe. On avait vu une comète et on s'interrogeait sur donc, comment interpréter ce phénomène. À la question de savoir si une société païenne ou d'une autre confession que chrétienne peut être vertueuse, Bell répond à son tour positivement. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'exhibent les individus en matière de vertu, ce qui compte, c'est le plan caché de Dieu à leur égard, qui va jusqu'à l'utilisation de leurs vices privés, et notamment de leur amour-propre, pour satisfaire le souverain bien, c'est-à-dire la vertu publique définie finalement par l'augmentation de la richesse collective. Arrivé à ce point, on peut constater que le grand récit monothéiste occidental des origines est déjà aux 2 tiers retourné. En effet,
2 concupiscences, pour reprendre le terme de Pascal, 2 concupiscences sur 3, que compte la mort suit, prohibées comme telles par saint Augustin dans le livre 10 des Confessions, sont vers 1700 entièrement réhabilitées dans le nouveau récit en formation, gagnant ainsi en puissance. Pascal a rétabli dans la souffrance la libido siendi, qui est la passion de concevoir et de savoir. Ses successeurs, Nicole et Belle, ont libéré la libido dominendi, de tout opprobre, et chanté la passion de s'enrichir et de posséder plus. Et c'est Mandeville qui donnera le 3e coup, le coup fatal, Bernard de Mandeville, renversant donc le grand récit monothéiste en réhabilitant la libido sentiendi qui découle de la passion des sens et de la chair. Et pourtant, Bernard de Mandeville, 1670-1733, est calviniste. Un calviniste hollandais d'origine française, définitivement émigré à Londres en 1691. Il a lu Belle, qui a lu Nicole, qui a lu Pascal. Donc la filiation est assez claire. Son intérêt pour la chair vient tout simplement de la chose médicale dont il a fait sa profession. Il est en effet médecin et examine les corps. Mais de surcroît, il est alors, comme on dit, médecin des âmes. Médecin des âmes, c'est-à-dire médecin des passions de l'âme. On dirait psy aujourd'hui. C'est logique puisque souvent, lorsque les corps souffrent, les âmes sont en cause. Eh bien, Mandeville fait l'hypothèse révolutionnaire qu'une grande partie de ces souffrances du corps résulte de l'emprisonnement de ces corps concupiscents dans les carcans moraux édictés par des récits tenus pour édifiants. Et bientôt, fort de cette hypothèse, il constatera que faire parler ce qu'il appelle les hystériques, les hypocondriaques et autres maniaques, pour leur faire dire tout ce qu'ils n'osent pas énoncer et bien d'autres choses encore, finalement les aide et remet leurs symptômes, comme on absolvait autrefois les péchés. Mandeville parvient donc à la conclusion qu'on peut libérer individuellement les malheureux enchaînés dans les camisoles morales que véhiculent les grands récits religieux. Et comme l'homme est fort intelligent, il poursuit son raisonnement en se demandant ceci: si on peut libérer les patients individuellement, ne pourrait-on envisager de les libérer collectivement? Se pourrait-il donc que la libération des passions concupiscentes entraîne l'opulence dans la cité, là où le bridage de ces passions amenait à la misère et à la décadence? C'est pour démontrer cette hypothèse surprenante et novatrice que Mandeville se risque à écrire une fable à la façon des fables de La Fontaine. Il connaît les règles de composition des fables, tout simplement parce qu'il a été le traducteur en Angleterre d'une trentaine de fables de La Fontaine. Et donc il écrit à son tour, en reprenant cette manière d'écrire, une fable qui s'appelle La ruche, en français, La ruche mécontente, ou les fripons devenus honnêtes. C'est donc une fable animalière, la ruche, il y a des abeilles. Et de réédition en réédition, la fable finit donc par s'appeler La fable des abeilles. La morale affirme, tenez-vous bien, que les vices privés font le bien public, les vices privés comme celui de Self-Love, par exemple, font le bien public, et que la vertu condamne une grande cité à la pauvreté et à l'indigence. En 1714, Mandeville publie donc la fable des abeilles en y ajoutant un texte qui s'appelle 20 remarques, il ajoute dans la 2e édition les 20 remarques qui commentent donc la fable des abeilles vers par vers. Et le titre en dit long sur les intentions de l'auteur. Le sous-titre de la fable, vous pouvez me projeter la citation numéro 5 ? 5.
Voilà, la fable des abeilles où les vices privés font la vertu publique, contenant plusieurs discours qui montrent que les défauts des hommes dans l'humanité dépravée peuvent être utilisés à l'avantage de la société civile et qu'on peut leur faire tenir la place des vertus morales. Vous voyez, c'est quand même un peu osé hein, pour l'époque, c'est-à-dire prendre les vices et les faire tenir la place de la vertu. C'est un peu scandaleux, mais le véritable scandale n'éclate qu'avec l'édition de 1723 qui ajoute à la précédente une recherche sur la nature de la société et un essai sur la charité et les écoles de charité. Mandeville dit tout simplement qu'il faut les fermer, ou parce qu'il dénonce des institutions charitables pour enfants pauvres. Ça leur donne de mauvaises habitudes, celle de ne pas travailler. Or, le travail est important pour justement faire grandir la richesse. Enfin, en 1729, Mandeville fait suivre la fable d'une seconde partie composée de 6 dialogues entre son porte-parole, qui s'appelle Cléomène, et un disciple de Shaftesbury, qui s'appelle Horace, c'est-à-dire un moraliste à l'ancienne, c'est un philosophe qui pense encore que le bien est le bien et que le mal est le mal. Mandeville en profite pour préciser et approfondir sa pensée en reprenant des passages de Pierre Belle qui, je vous l'ai dit, s'inspirait lui-même de Pierre Nicole, qui s'autorisait lui-même de Pascal. Sur sa lancée, Mandeville publie en 1727 un livre intitulé « Vénus la populaire ou apologie des maisons de joie », pour le dire vulgairement, c'est des bordels, où il vante les maisons closes comme source possible de prospérité et défend l'idée de créer donc des bordels gérés par le gouvernement, c'est-à-dire comme des bonnes entreprises. Mandeville est très précis dans son projet, c'est-à-dire combien de bordels il faut exactement dans une ville comme Londres, le nombre de pensionnaires, le nombre de matrones, les prix selon différents critères, l'architecture de la maison, les visites des médecins, etc., etc. Il est aussi précis qu'un investisseur qui serait passé par un bureau d'études le serait aujourd'hui pour créer ce projet. La thèse principale de la pensée de Mandeville est claire. Les attitudes, les caractères et les comportements généralement considérés comme l'effet désastreux sur l'individu de l'une quelconque des 3 concupiscences, ou libido, je répète, passion de savoir, de pouvoir, et des sens comme l'appât du gain, le goût du luxe, un train de vie dispendieux, tromperie, corruption, goût de la destruction, libertinage, prostitution, eh bien tout cela est en effet, dit-il, bon pour la collectivité, car à la source de la prospérité générale, et favorise, figurez-vous, le développement des arts et des sciences. Eh bien, quelque chose de l'anthropologie libérale est né. Sa morale pourrait s'exprimer ainsi: soyez aussi avide, égoïste, dépensier pour votre propre plaisir que vous pourrez l'être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens. Vous voyez donc que nous sommes sortis de la mélancolie de Pascal, se reprochant sans cesse ses vices, sa libido sciendi, et nous entrons dans une sorte de jubilation presque maniaque. Il faut se livrer à ses vices privés, car c'est bon pour tout le monde. Non seulement pour soi, parce que ça libère des entraves morales véhiculées par les histoires soi-disant édifiantes qu'on se raconte et qui se colportent de génération en génération, mais aussi pour tous, pour la collectivité, puisque cela apporte toujours plus d'opulence, ce qui permet donc de passer d'un état de pénurie à un état marqué par l'accroissement constant des ressources. Eh bien, le secret gît là, dans l'application de cette simple formule magique que Mandeville répète: les vices privés font la vertu publique. C'est donc le salut par le vice, d'une certaine façon. Et Mandeville jubile. Avec cette formule, il a trouvé la martingale gagnante, pourrait-on dire, le véritable point d'appui pour réformer entièrement le monde. Il entreprend donc de démontrer cela à l'infini, et dans
explorer toutes les variantes, comme celle-ci par exemple, dans la remarque G, qui est intitulée « Les plus grands scélérats contribuent au bien commun ». Vous voyez qu'il est quand même quelque peu scandaleux. Il veut dire que la guerre contribue au bien commun, le vol contribue au bien commun, la prostitution et le luxure contribuent au bien commun, l'alcool et les autres drogues contribuent au bien commun, la pollution contribue au bien commun, le luxe extravagant de quelques-uns contribue au bien commun, etc., etc. Voici donc, pour comprendre cette pensée très paradoxale, comment Mandeville raisonne. Prenons une catastrophe causée par la guerre ou par un séisme. Par exemple, le grand incendie de Londres de 1666 qui a consumé la plus grande et la plus belle partie de la ville. Eh bien, qu'écrit Mandeville à ce propos? J'irai plus loin, écrit Mandeville, en démontrant l'utilité des pertes et des malheurs privés pour l'intérêt public. L'incendie de Londres fut une grande calamité, mais réparer ce qui a été perdu et détruit par les incendies, les tempêtes, les combats de mer, les sièges, les batailles, a constitué une part considérable du commerce. Donc c'est bien pour le bien public. Voyons maintenant son raisonnement à propos du vol. Citation numéro 6. Certes, le vol, c'est très répréhensible, et Mandeville le dit, mais il ajoute ceci. Le travail d'1 million de personnes serait bientôt fini s'il n'y en avait pas un autre million qui fût uniquement occupé à consumer, c'est-à-dire à voler leurs travaux. Si on vole 500 ou 1000 guinées à un vieil avare qui, riche de près de 100 000 livres sterling, n'en dépense que 50 par an, il est certain qu'aussitôt cet argent volé vient à circuler dans le commerce et que la nation gagne à ce vol, tout simplement. Elle en retire le même avantage que si une même somme venait d'un pieux archevêque qui la léguait au public. Alors, dès qu'on a compris cette façon paradoxale de penser, on peut aisément continuer le raisonnement à la place même de Mandeville. Par exemple, ainsi. Y aurait-il des avocats, et donc des professeurs de droit, et donc des universités de droit, et donc des architectes ayant construit ces bâtiments, s'il n'y avait pas de voleurs? Y aurait-il des prisons, donc des gardiens de prison, donc des architectes de prison, et donc des philosophes pour imaginer le panoptique carcéral, s'il n'y avait pas de voleurs? Tout ça, c'est grâce aux voleurs. Le droit, les prisons, les architectes, etc. Toutes ces activités, bien que répréhensibles, contribuent éminemment au développement de la civilisation. Eh bien, ces activités, on les doit à qui? Aux voleurs. Prenons maintenant la prostitution. Certes, c'est très moralement dommageable pour le client et pour la femme. Mais, je cite Mandeville, je le cite, un voleur de grand chemin qui revient chargé d'un riche butin qu'il a volé, charmé des attraits d'une nymphe, c'est-à-dire d'une prostituée, il lui donne 10 livres sterling pour se nipper, pour s'habiller. Eh bien, y a-t-il un marchand assez consciencieux pour refuser de lui vendre une pièce de satin, quoi qu'il sache qui il est et d'où l'argent vient? Donc vous voyez que tout cela sert à faire fonctionner le commerce. Et on pourrait continuer le raisonnement à la place de Mandeville. C'est grâce à l'argent de la prostituée que celle-ci tient du voleur, que le couturier à qui elle achète du satin pour mieux plaire à ses clients, de pauvre qu'il était, ce couturier, deviendra plus riche et pourra envoyer ainsi ses enfants à l'école. Et ce bienfait de la civilisation a été rendu possible grâce à qui? Envoyer les enfants à l'école? Grâce à la prostituée. Même chose pour l'alcool qui permet non seulement le développement du commerce, l'art de brasser la bière, de produire du gin, d'ouvrir des pubs,
mais aussi l'expansion de la médecine et de son art pour soigner les effets de certains excès. Même chose pour le tabac. Je cite Mandeville. Un immense commerce se fait grâce à l'habitude de priser et celle de fumer du tabac, qui toutes deux, cela est certain, font infiniment plus de mal que de bien à ceux qui s'y adonnent. Mais ça développe un immense commerce. Même chose pour ce que nous appelons aujourd'hui la pollution. Je cite Mandeville. Les rues puantes de Londres, encombrées d'ordures, de souillures de chevaux et d'autres animaux, sont une suite nécessaire de l'abondance et des richesses du commerce et l'industrie de cette puissante ville. Bref, ce n'est là qu'un mal nécessaire. D'ailleurs, ceci est-il vraiment un mal, puisqu'il suffit alors, par exemple pour la pollution, qu'on balaye ensuite les rues. Et Mandeville de demander, cela ferait-il du tort à ceux qui gagnent ainsi leur vie, les balayeurs, à de si basses fonctions? Eh bien non, cela leur fait du bien. Et c'est alors, évidemment, après tout cela, vous comprenez bien à cette époque, qu'avec un discours comme celui-ci, se déclenche le plus retentissant scandale philosophique de toute l'Europe des Lumières. Mandeville est accusé d'être un esprit libertin et athée. Son livre est mis en accusation par le Grand Jury du Middlesex en 1723. Il est mis à l'index, son livre, en France, où la fable a été traduite en 1740 et brûlée par le bourreau sur la place publique en 1745. On dénonce alors les textes de Mandeville comme des œuvres du diable. On transforme son nom de Mandeville en Mandeville, l'homme du diable. Mais beaucoup de beaux esprits sont conquis par la nouvelle morale portée par ce nouveau récit. Cependant, les foules renâclent et même répugnent à l'application et à la généralisation de ce nouveau commandement, pourrait-on dire. Ils heurtent de front la retenue qui a toujours semblé nécessaire au fondement du lien social, faite d'entraide, de courtoisie minimale et de reconnaissance intuitive des choses qui se font et de celles qui ne se font pas. Ce qui se nommait, à l'époque grecque, dans la philosophie grecque, aidos, donc c'est venu de l'Antiquité grecque, et qui s'est nommé ensuite, dans la société primaire anglaise, common decency. Je terminerai par Adam Smith. Et c'est à cause donc de cette répugnance persistante, se déployant à travers toute l'Europe, qu'il faudra en quelque sorte entreprendre de blanchir le sulfureux Bernard de Mandeville de tout et de libérer de tout diabolisme. Pour ce faire, il faudra le présenter sous l'aspect neutre et sérieux de la science. Ce sera le seul moyen pour endormir le soupçon récurrent sur sa pensée et sur sa morale. Donc on pourrait parfaitement envisager qu'une partie, je ne dis pas tout, mais une partie du travail de Adam Smith consiste en cette véritable opération de communication, donc telle que vous la trouvez dans son livre principal, La richesse des nations, et poursuivie par d'autres penseurs de l'économie libérale. D'un côté, Smith dénoncera l'œuvre de Mandeville comme licencieuse, ça c'est vrai, et prendra garde à la mentionner le moins possible, de sorte qu'on peut considérer Adam Smith, qui était beaucoup lu par exemple Max Weber, comme le premier de la longue série de ceux qui ont occulté Mandeville, mais il n'empêchera que de l'autre côté, Adam Smith en reprendra le grand principe, tout en se gardant bien d'utiliser le mot vice dans un sens positif. Citation numéro 7, s'il vous plaît. En fait, il se contentera de remplacer ce mot de vice par celui d'apparence beaucoup plus neutre de self-love dans La richesse des nations. Un penseur comme Marx ne s'y trompera pas, il indiquera dans une note du Capital qu'un célèbre passage de La richesse des nations est presque entièrement, littéralement copié de la fable. Enfin, comme pour définitivement rassurer sur ses intentions, Adam Smith écrira, vous le savez, un autre traité,
la théorie des sentiments moraux, privilégiant la notion de sympathie, correspondant à la capacité altruiste de comprendre l'autre, c'est-à-dire, soit, l'envers même de l'égoïsme impliqué par le self-love. Beaucoup d'économistes ont voulu voir dans la coexistence de ces deux notions antagonistes chez Adam Smith, égoïsme d'un côté et sympathie de l'autre, ce qu'ils ont appelé un Adam Smith problème. Ça vient donc de Schumpeter et d'autres. Au point même que ce supposé problème est devenu un pont aux ânes des études d'économie et de philosophie politique. En fait, ce problème n'existe pas vraiment. On peut penser qu'il résulte de la volonté d'Adam Smith d'occulter le sulfureux Mandeville en reprenant une partie de ses thèses d'un côté et en masquant de l'autre cette reprise par l'affichage ostensible d'un principe moral lui permettant de récupérer à son profit des théories sur la sympathie qui imprégnaient l'ère du temps. J'ai parlé de Shaftesbury, je pourrais parler aussi de Hutcheson, autre philosophe, donc prônant la vertu et la sympathie. Mais ce tour, en fait, ne s'éclaire bien que si on lit bien, c'est un tour, je crois, le texte de Adam Smith. En effet, comme il l'écrit, ce n'est pas le riche, jamais le riche, qui doit modérer son amour-propre. Celui qui doit modérer son amour-propre, c'est le pauvre qui doit faire preuve d'altruisme. C'est lui qui doit faire preuve d'altruisme. Comment témoigne, par exemple, ce passage ? Je cite Adam Smith, Théorie des sentiments moraux, chapitre 4, partie 2. Si nous-mêmes sommes pauvres, malades ou victimes d'une quelconque calamité, nous devrions nous tenir pour satisfaits de ce que l'ordre et la perfection de l'univers, dirigés par la providence d'un Dieu sage, exigent que nous devions toujours demeurer dans cette situation. Donc nous devons accepter ceci pour la richesse des nations. Adam Smith ira plus loin en reprenant Mandeville certains concepts clés. Je pense par exemple à celui de division du travail qui apparaît pour la première fois chez Mandeville. Ici, par exemple, lorsqu'il se demande comment un grand et complexe bateau de guerre peut être construit par des ouvriers dénués, je cite Mandeville, de tout génie. Et Mandeville répond, cette tâche serait impossible si elle n'était divisée et subdivisée en une grande variété de travaux différents. Et Adam Smith reprendra donc et développera cette notion dès le chapitre 1 de la richesse des nations, qui s'appelle justement de la division du travail. Ça vient directement de Mandeville, où il donne en exemple le fameux exemple de la fabrique d'épingles divisée en une trentaine de fonctions. Ce thème sera ensuite repris par toute la science économique. Voilà, j'arrêterai là. J'ai cru utile d'intervenir donc en tant que philosophe pour construire cette brève généalogie de la pensée d'Adam Smith, donc tout ce qu'il a précédé pendant un siècle, en vue de repérer donc ce qu'on pourrait appeler un turning point de la métaphysique occidentale, qui aura permis de passer de l'époque classique à l'époque moderne, marquée par les révolutions industrielles. J'ajoute pour finir que l'utopie capitaliste, qui a été si efficace pendant 3 siècles, puisque de fait on est passé de la pénurie à la richesse, grâce au capitalisme, il faut le dire, est aujourd'hui en train de montrer ses limites. Pourquoi ? Parce que l'exploitation à outrance des ressources, aujourd'hui, a effectivement sorti le monde de la pauvreté, mais apparaît désormais comme menaçant l'équilibre des écosystèmes, et donc la vie sur Terre, sans compter la production de beaucoup d'inégalités. Question pour finir, l'utopie smithienne serait-elle en train de virer aujourd'hui à la dystopie, après avoir si bien fonctionné ? Et dans ce cas-là, il faudrait penser à quelque chose pour y remédier. Voilà, je vous remercie.